L'écho des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens, des experts, des scientifiques et des industriels qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture dans leur transition agroécologique. Bonjour à tous, ici Ingrid Minçin au micro d'Écosystème. Je reçois aujourd'hui Damien Derouche, qui est ingénieur agronome et qui est aussi spécialiste des adventices. Merci Damien d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors oui, donc je suis Damien Derouche, formateur à Écosystème depuis environ 5 ans sur toutes les thématiques liées à l'agronomie. Et j'ai une spécialisation sur la gestion des adventices, une spécialité que je tiens de mes études, puisque j'ai fait un doctorat avant de rentrer en tant que formateur à Écosystème, un doctorat sur l'évolution de la flore adventice dans les systèmes en agriculture de conservation des sols. Ok, sur ce podcast-là, on invite beaucoup de gens qui travaillent sur la transition agroécologique, et je trouvais ça intéressant aujourd'hui s'intéresser sur la gestion agronomique des adventices pour réduire l'usage notamment de produits phytosanitaires. Et je pensais prendre l'approche d'un cas concret, notamment une adventice qui pose beaucoup de problèmes en ce moment, le raiggras. Il est sur toutes les bouches, on en parle beaucoup notamment en grande culture. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi il est si important aujourd'hui et surtout comment on en est arrivé là ? Donc la situation est vraiment problématique en raiggras sur une grosse partie de la France, majoritairement quand même sur l'ouest de la France, mais on commence à avoir des grosses problématiques dans le centre de la France qui vont vers l'est de la France. Le raiggras est un petit peu partout. Il faut savoir que c'est une espèce qui a une capacité d'adaptation qui est énorme. Une espèce, en réalité, il y a plusieurs espèces de raiggras qui peuvent se croiser entre elles et justement se partager des caractéristiques qui font qu'elles soient plus dures à gérer. Un des exemples de cette capacité d'adaptation, c'est la résistance aux herbicides qui explose. On voit avec l'évolution de la résistance au glyphosate, c'est une des dernières résistances qui a été détectée sur le raiggras, en tout cas qui augmente fortement sur le territoire français. Elle gagne du terrain de plus en plus parce que cette espèce-là, elle s'adapte assez facilement aux pratiques et notamment aux gestions chimiques, mais à toutes les autres pratiques des agriculteurs. Et il faut savoir aussi que le raiggras, il avait été cultivé à la base comme fourragère. Donc il a été disséminé un petit peu partout en France et surtout sur l'ouest par justement cette exploitation avant d'être des raiggras sauvages qui posent problème, quoi. Cette faculté de résistance aux adventices, cette faculté de s'adapter, est-ce qu'on retrouve ça aussi chez les autres adventices ? Comment le raiggras se situe par rapport à ça ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont très problématiques autant que le raiggras ? Mais il y a pas mal d'autres espèces qui s'adaptent facilement. L'exemple le plus simple, c'est celles qui ont le plus de résistance qui se détectent, résistance à des herbicides. Le pâturin annuel en fait partie, c'est une espèce qui s'adapte assez facilement. Les sainsons aussi, des espèces comme ça qui vont se développer, qui vont développer facilement des stratégies d'adaptation ou des résistances à des substances actives, quoi. Ok. Et donc aujourd'hui, comment on gère en fait cette résistance chimique ? Est-ce que les agriculteurs sont dans une impasse ? Est-ce qu'il y a quand même des marges de manœuvre avec la chimie aujourd'hui, face au raiggras notamment ? Alors actuellement, il y a plutôt davantage une réduction des solutions chimiques qui sont à disposition des agriculteurs, même si on ne peut pas exclure que dans plusieurs années, peut-être, il y aura des nouvelles solutions qui vont arriver. Mais en tout cas, on est plutôt dans l'impasse actuelle. Et justement, il faut réussir à faire comprendre aux agriculteurs que la chimie est à fond au niveau du raiggras. Son efficacité va réduire de plus en plus avec l'augmentation justement des résistances, des stocks de semences dans le sol. Et l'idée, c'est de venir essayer de conserver cette gestion chimique le plus longtemps possible avec des leviers agronomiques qui sont insérés justement dans le système de culture pour justement conserver quand même ce levier chimique qui est quand même un levier assez efficace le plus longtemps possible et que ce soit une solution qui soit le plus longtemps possible mais qu'elle arrive en dernier point après les leviers agronomiques. Alors j'ai plein de questions justement sur ces solutions et ces leviers agronomiques à enclencher pour gérer le raiggras. Mais avant, j'aimerais encore continuer sur le constat. Donc pour cette adventice-là en particulier, est-ce que tu aurais des chiffres sur les impacts économiques, sur les impacts sur le rendement ? Est-ce que c'est des chiffres dont tout le monde est plutôt sensibilisé ou est-ce qu'en fait c'est un peu des... Enfin voilà, c'est des choses qu'on observe et on est un peu surpris à la fin de la campagne de se dire « Ah oui, en fait, ce raiggras-là a eu cet impact-là sur mon rendement, quoi. » Alors, il y a de tout.
en fonction des leviers qui sont activés. Il y a des populations plus ou moins importantes en fonction des parcelles. Et ce qui me pose de plus en plus de problème, c'est que j'entends souvent des agriculteurs me dire que 17 régras ou une dizaine de régras par mètre carré en fin de cycle de la culture, bon, faut faire avec, il n'y a pas de souci. Il faut se dire que aux alentours de 25 pieds par mètre carré, on a une perte de rendement quand même qui est de 5% justement pour la culture. Ça fait un équivalent à 80 € de perte de rendement pour un blé à 80 quintaux, mais on augmente le stock de semences qui sera présent dans le sol et ça va être encore plus problématique pour les années d'après. Et en plus de ça, quand il y a des grosses populations qui sont en général résistantes, on va essayer de mettre à la dose aussi d'augmenter les désherbages, les applications, de changer un petit peu les molécules. Et du coup, on est sur des prix un peu plus élevés, aux alentours de 45-50 € par hectare, en plus dans le système. Les coûts de désherbage. Un coût de désherbage. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire qu'effectivement, on a des pertes de rendement de 5% dont tu parles, mais qu'on a aussi, en fait, des problèmes à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on a des conséquences qui se voient dans la campagne même, et qu'ensuite, en fait, on a potentiellement un enfouissement des semences, et que du coup, ça pose problème pour les autres campagnes, quoi, les autres cultures. Faut se dire que 25 pieds qui arrivent à terminer leur cycle dans une céréale, ils ont impacté le rendement de 5%, mais chaque pied va produire environ 1000 semences, ce qui fait un total je sors de ma culture, j'ai 25 000 semences dans la parcelle. Toutes ne sont pas viables, il y a quand même un gros potentiel de viabilité qui est de 82%, mais au bas mot, j'aurai 20 000 semences qui seront présentes dans le sol, qui seront présentes pour la culture d'après. 20 000 semences dans le sol, c'est énorme. Si on est en TCS pour l'implantation de la culture d'après, si on part sur une culture, on sait qu'il y a une quarantaine de pourcents qui va pouvoir germer. Donc ça doit faire aux alentours de 8000 régras qui peuvent lever dans la culture et qu'on va devoir venir gérer dans la culture. Si on n'a pas mis en place des leviers justement avant pour venir décroître ce stock de semences qui est produit. En fait, c'est une vraie course contre la montre. C'est une course permanente. C'est plutôt que la gestion qui était actuelle depuis plusieurs dizaines d'années, où on venait corriger un problème dans une culture, elle est terminée puisqu'on n'a plus les efficacités qu'on avait avant. Et du coup, il faut repenser un petit peu l'approche justement de gestion des adventices et notamment du régras, parce que c'est l'exemple qui est le plus frappant actuellement, en les gérant à l'échelle du système de culture. Et en les gérant pas non seulement que dans la culture, mais en les gérant justement par différents leviers à l'échelle du système de culture. Et justement, donc, il faut changer d'approche. Et toi, sur le terrain, est-ce que tu aurais quelques exemples concrets d'erreurs les plus fréquentes qu'on fait pour la gestion notamment du régras ? Oui, erreurs les plus fréquentes. Souvent, je vois des agriculteurs qui avec des quantités énormes de régras au mètre carré, 1000, 2000 régras au mètre carré, ça fait quand même pas mal de régras qui peuvent lever, ça fait 400, si on prend en TCS, ça fait 400 régras qui peuvent lever dans le système. Et ces agriculteurs-là, pour des raisons économiques et bien sûr structurelles vis-à-vis de l'exploitation, ils mettent en place que quelques leviers, souvent un levier en plus. Et le problème, c'est qu'un levier, chaque levier a des efficacités différentes, mais un levier même très efficace, avec une efficacité à 70%, par exemple pour du faux semis en plein été, ça suffira pas pour décroître le stock de semences. Il va falloir additionner des leviers dans des situations problématiques, je parle, pour justement venir corriger la situation et arriver à un stock de semences qui soit acceptable, très réduit, pour justement pouvoir produire convenablement. Ok. Mais justement, du coup, est-ce que tu peux nous lister les leviers phares pour gérer ce régras savoir quelles sont les pistes qui s'offrent à nous. Alors, il y a Techniquement, il y a plusieurs leviers, chacun a une efficacité mais qui est différente. Les leviers les plus importants, c'est l'alternance des méthodes d'implantation. Un bon positionnement du labour dans un système avec du semis direct pour positionner les semences dans des conditions qui sont à la fois chaque année qui sont différentes, avec un bon délai de retour du labour. Ça peut gérer une grosse partie du stock. C'est-à-dire que le stock sera toujours là, mais il ne pourra pas germer. C'est ça l'avantage. Le stock sera le même le temps qu'il décroisse.
parce que le raiegras décroît, il a un taux annuel de décroissance assez important, donc il diminue assez rapidement dans le sol. Et l'idée, c'est de laisser ce stock diminuer, mais qu'il ne soit pas en capacité de pouvoir germer dans la culture. Donc on peut très bien l'avoir avec l'alternance des méthodes d'implantation. Un autre levier qui est très efficace, les faux semis. Les faux semis qui sont plutôt estivaux pour venir gérer du raiegras, c'est là qu'il est dans le pic de levée, on peut atteindre 70% d'efficacité de réduction du stock semencier. Mais voilà, il faut se dire qu'on a un stock, si on a un stock de 1000 semences de raiegras, avec une efficacité de 70% d'un faux semis, on aura quand même un stock de 300 semences de raiegras pour la culture d'après. 300 semences, il y en a 40% qui peuvent lever, voilà, vous voyez un petit peu le point. D'autres leviers qui peuvent être efficaces, c'est tous les leviers qui sont de récupération ou de broyage des menus pailles, d'exportation des cultures avant maturité, par exemple pour des options avec des méthaniseurs, pour des options pour les éleveurs, venir terminer le cycle avant que les graines soient arrivées à maturité. C'est l'équivalent de faire un faux semis, mais en n'ayant pas de reproduction de semences. Donc ça peut être très important. Il y a tout ce qui est récupération des menus pailles. Il faut faire attention avec la récupération des menus pailles. Par contre, dans certains méthaniseurs, ça peut passer au travers, justement, parce que dans les méthaniseurs qui ne montent pas, plutôt mésophiles, qui ne montent pas à température très importante, on a une partie du raiegras qui passe au travers. Donc ça peut contaminer après d'autres parcelles. Donc il faut faire attention à certains types de leviers. Voilà, c'était les leviers qui avaient le plus d'impact vis-à-vis du raiegras, mais donc c'est les leviers prioritaires à activer, et ensuite on peut les compléter avec d'autres leviers, notamment la rotation, le décalage de la date de semis, notamment essayer d'avoir une culture qui est robuste vis-à-vis du raiegras, le désherbage mécanique et d'autres leviers comme ça qui sont à compléter, quoi. Et ça, ces leviers-là s'appliquent aussi pour les autres adventices. En fait, la combinaison des leviers différera selon l'adventice et selon le terrain. C'est ça ? Et c'est tout à fait ça, en fait. Chaque levier a une efficacité différente pour chaque adventice, parce qu'il dépend de la biologie de chaque espèce adventice. Un levier très efficace sur le raiegras sera peut-être peu efficace sur une autre espèce. Et l'idée, c'est que pour arriver à venir gérer une espèce dans un système, une ou plusieurs espèces dans un système, il faut prendre en compte la biologie de chaque espèce pour arriver à choisir, à prioriser les leviers qui sont les plus efficaces pour cette espèce, ou ces deux espèces, ou ces trois espèces qui sont présentes dans la parcelle. En fait, il y a une énorme nécessité d'avoir des connaissances sur les adventices et une énorme nécessité d'avoir de la méthodologie. Et ça, donc tu travailles actuellement sur l'AgroFocus, qui est une formation écosystème pour apprendre à gérer le raiegras en particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que tout ce que tu viens de dire là, en fait, tout ça, on le combine dans une formation. Oui, du coup, l'AgroFocus raiegras, c'est un parcours de formation court en distanciel qui, justement, permet à chaque participant d'acquérir une méthodologie, d'acquérir les clés de compréhension, justement, pour déterminer un plan d'action à mettre en place sur un système de culture. On lui donne les clés, on lui apprend comment faire, on lui donne des outils, des applications digitales pour mettre en application ça. Et l'idée, c'est que chaque agriculteur puisse repartir avec un plan d'action pour permettre de résoudre. Alors, le parcours se concentre sur le raiegras, mais en fin de parcours, on ouvre sur les autres espèces, parce qu'il n'y a jamais que le raiegras dans une seule parcelle, mais c'est vraiment pour donner les clés, la méthode pour chaque agriculteur qui souhaite justement lutter de manière efficace contre le raiegras. Très clair. Je te remercie beaucoup, Damien. Je pense qu'on a fait le tour du raiegras et peut-être à de prochaines aventures concernant d'autres adventices. Eh bien, merci à toi aussi. Oui, il y a beaucoup d'adventices auxquels il faut parler et il y en aura de plus en plus à l'avenir, donc je pense qu'on sera amené à rediscuter ensemble. À bientôt. Un grand merci à notre intervenant du jour pour avoir partagé avec nous son engagement et sa passion pour la transition agroécologique. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de l'Écho des campagnes. Pour découvrir et profiter de nos prochains épisodes, il suffit de vous abonner au podcast d'Écosystème sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également vous former et vous informer grâce à notre newsletter mensuel L'Écho des campagnes, à laquelle vous pouvez vous inscrire. Toutes les informations sont dans le descriptif de l'épisode. À très bientôt pour de nouvelles conversations sur l'agriculture.